Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors face à l'opposition des syndicats de la gauche et du Rassemblement national, face aussi à la contestation qui s'exprime dans la rue, la droite sera-t-elle l'allié indéfectible du gouvernement? Qu'attend-elle? Qu'attendez-vous du débat au Sénat en ce qui concerne donc ce projet de réforme des retraites? Et puis dans un contexte d'hostilité des Français à cette réforme, le mois de mars est-il celui de tous les dangers? Sommes-nous à la veille d'un vaste mouvement social, voire à une paralysie du pays? Et puis, est-ce qu'il faut parler, Brice Hortefeux, est-ce que vous parlez de la réforme des retraites Borne-Ciotti, Renaissance LR, ou d'une réforme de gauche, comme l'affirme aujourd'hui Olivier Dussopt dans Le Parisien? Bon, ça fait beaucoup de questions. Finalement, le résumé de votre question, c'est est-ce qu'une réforme est nécessaire? La réponse est oui. Il faut bien sûr réformer. Il faut réformer, beaucoup a été dit. Il faut réformer parce que c'est très simple. Il y a moins de naissances, donc il y aura moins de cotisants. S'il y a moins de cotisants, eh bien, il risque d'y avoir une baisse des pensions. Donc une réforme est nécessaire pour préserver les pensions et protéger les retraités. Et c'est pour cela que je pense que le Sénat devrait adopter ce texte. Devrait ou devra? Devrait, sous réserve, bien sûr, que ce qui fait la marque des Républicains, les préoccupations concernant les carrières longues, concernant les mères de famille, concernant la natalité, la politique familiale, concernant le revenu minimum, eh bien tout ceci soit pris en compte. Et vous n'avez pas dit régimes spéciaux, hein? Les régimes spéciaux sont un sujet très important, mais comme Gérard Larcher l'a rappelé, ils ne sont pas liés directement au texte qui est proposé. Mais naturellement, l'objectif, c'est qu'il y ait une convergence des régimes et l'idéal... Mais la clause du grand-père, il faut l'abandonner ou pas? L'idéal, c'est lié. L'idéal serait qu'il y ait une convergence aux alentours de 2040, ce qui est donc ce qui n'est pas violent, ce qui est progressif, mais ce qui est, à mon avis, aussi indispensable. Ça fait longtemps, hein, ça fait dans longtemps. 2040, on sera vieux tous là. Mais tout simplement parce que s'il y a une décision coup près, on sait très bien que c'est quelque chose qui sera inaccepté et considéré comme inacceptable. Alors on va parler justement du mouvement social, de la grogne sociale. D'abord, vous parlez du Sénat. Vous parliez du Sénat, le débat se poursuit donc au Sénat. Ça vous gêne que la Haute Assemblée joue le rôle de béquille du gouvernement? Mais non, c'est pas du tout béquille, c'est une assemblée qui joue parfaitement son rôle. C'est une assemblée sage, c'est une assemblée réfléchie, c'est une assemblée qui travaille. Et si vous observez deux choses, si vous observez les constats qu'ils établissent, chacun peut y souscrire. Et si vous observez ensuite l'effort de réflexion, vous vous rendez compte qu'il y a à la fois une volonté d'être clair, d'être juste et d'être efficace. Précisément, c'est tous les défauts du texte initial présenté par le gouvernement le 10 janvier. Le texte n'était pas clair, il était obscur, il était perçu comme pas juste, il était donc perçu comme injuste. Et c'est toujours le cas, les syndicats disent toujours que c'est un texte injuste, la gauche aussi, c'est pas ce que vous dites aujourd'hui. Eh ben, moi je dis que sous réserve que les propositions des Républicains qui, sur ce sujet, comme sur d'autres, mais sur ce sujet, aujourd'hui démontrent leur importance, leur utilité, ce qu'ils peuvent apporter en plus, eh bien, sous réserve que ces propositions des Républicains soient reprises en compte, oui, c'est un texte qui est le cas, hein, ce qui a déjà été annoncé. Olivier Dussopt, d'ailleurs, il mène bien son job de ministre du Travail. Écoutez, moi j'ai connu Olivier Dussopt quand j'étais au gouvernement, lui était dans l'opposition comme étant à la gauche de la gauche du Parti socialiste et n'ayant pas de mots assez durs pour dénoncer une réforme qui portait les retraites, l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Donc 2010 la réforme Sarkozy. En 2010. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a des convictions assez élastiques et c'est pas exactement ce que je respecte le plus. C'est pas votre tasse de thé? Oui, si tant est que je boive du thé, mais on peut prendre ça comme exemple. Votre verre de pastis, quoi. De pastis, je suis un peu moins au sud que la zone de pastis, voilà. Ouais. Mais ça veut dire que c'est pas un bon ministre? C'est pas le ministre idoine, c'est pas le ministre qu'il fallait pour porter cette réforme? J'ai dit ce que j'avais à en dire sur le parcours du ministre qui a la responsabilité de cette réforme de retraite. Il était totalement opposé à 62 ans et aujourd'hui il défend donc les 64 ans.
Donc je pense que dans la vie, effectivement, il vaut mieux avoir de la cohérence, mais en même temps, je suis très heureux qu'il ait évolué vers le bon sens et surtout l'intérêt général, parce que ce qui compte, c'est pas tellement, bien sûr, vous posez les Républicains, vous posez le Sénat, tout comme ça, mais la seule chose qui compte, c'est l'intérêt général. Est-ce que ça aide notre société? Est-ce que ça protège notre société? Oui, je dis, il y a 16 millions de retraités aujourd'hui, eh bien, les initiatives qui sont prises préserve, protège les pensions, les revenus des retraités d'aujourd'hui et de demain. Dussopt, c'est l'incarnation du en même temps d'Emmanuel Macron, de toute manière. Oui, enfin, sauf qu'il n'était pas du tout en même temps quand il s'exprimait en 2010. En même temps, c'est et la droite et la gauche. Darmanin et Dussopt. Oui, mais moi, ce n'est pas ma conception de la vie civique. Moi, je pense que le progrès dans une démocratie naît de la confrontation des idées. Et s'il n'y a pas de confrontation, et si au contraire on cherche à étouffer les idées, à étouffer les débats, je pense que ce n'est pas un facteur qui permet de renforcer, contrairement à ce que l'on pense, la cohésion de la société. Encore un mot sur votre famille politique. Le LR, un allié indéfectible, la béquille du gouvernement dans cette séquence des retraites ou pas? Non. LR permet d'éviter un face-à-face à terme, qui serait un face-à-face épouvantable pour notre pays entre la France insoumise et le Rassemblement national. Parce que moi, ma conviction, c'est que dans quelque temps, et on peut revenir sur les raisons de cela, mais les Français voudront tourner la page de la Macronie. Mais Macron ne sera plus candidat dans 4 ans et demi. Ne serait-ce qu'institutionnellement, parce que la Constitution ne lui permet pas d'être candidat. Donc, ils tourneront la page. Et s'il n'y a pas les Républicains, ça se résumerait donc à un face-à-face France Insoumise. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, second tour, Mélenchon-Le Pen, votez qui? Je ferai tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Non, mais vous votez pour qui? Très difficile. Mais c'est-à-dire plus Marine Le Pen que Mélenchon ou pas? Mais de toute manière, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Donc non, mais puisque vous dites, on va tout faire pour éviter ça. Je dis, oui, il faut éviter cela. Il faut s'engager dans ce combat pour cela. On reparlera de politique et on revient sur la réforme des retraites. Mardi 7 mars, dans 2 jours, c'est une journée qui a été décrétée journée de blocage du pays par les syndicats puis par la gauche, avec même les routiers qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont se mettre en grève dès ce dimanche. Comment vous sentez les choses dans l'opinion? Est-ce que c'est une semaine à haut risque pour le gouvernement et pour le quinquennat? Il a aussi beaucoup de choses. Oui. Première Je sais que vous savez répondre à toutes les questions. Première réflexion, le droit de grève est un droit constitutionnel. Mais quand on commence comme ça, après il y a un mais. Bien sûr. Mais il y a le principe, il y a l'application, les conséquences. Le principe, il est très simple, très clair. Personne ne peut contester le droit de grève. Deuxième élément, je vous le dis aussi avec la même force, c'est que je suis assez stupéfait d'entendre un responsable syndical, le responsable de la CGT, annoncer comme objectif de mettre l'économie à genoux. Qu'est-ce que c'est qu'une position? Ça vous paraît ahurissant? Ça me paraît totalement ahurissant et surtout totalement condamnable. Qu'est-ce que ça veut dire de souhaiter l'échec de son pays, de souhaiter l'échec de son économie, c'est-à-dire de souhaiter en réalité un échec d'une politique sociale, l'échec si on met l'économie à genoux, ça veut dire qu'il n'y a plus de protection sociale. Si on pousse le raisonnement jusqu'à son terme, et si on le prend au sens littéral, ça veut dire que si on met l'économie à genoux, il y a moins de protection, moins de pouvoir d'achat, plus de chômage, plus de chômage et ainsi de suite. Mais ça veut dire, ça veut dire que Martinez il joue contre la France et les Français? En tout cas, cette expression est, à mon sens, inadmissible et il devrait la corriger et la retirer. Mais s'il ne le fait pas, il joue contre la France et les Français? Et a priori, il ne la retirera pas. Eh bien, je pense que les Français auront une opinion précise sur des déclarations de cette nature. Vous imaginez, vous, un responsable politique, dire, quel qu'il soit, dire je souhaite qu'on mette l'économie de mon pays à genoux? Vous imaginez un Allemand, vous imaginez un Espagnol, vous imaginez quelque chose comme ça? On serait naturellement les yeux écarquillés. Donc, ce qu'il faut souhaiter pour son pays, c'est le meilleur. Et donc, pas une économie qui soit à genoux, c'est au contraire une économie qui soit florissante. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, la situation, effectivement, n'est pas brillante. Ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est vous qui le dites. Oui. Mais on en reparlera, on va parler aussi de l'inflation, de pouvoir d'achat. Olivier Véran, il a annoncé qu'une catastrophe écologique en cas de blocage du pays par les syndicats à partir du 7 mars. Vous souscrivez à cette analyse? Non. Vous la comprenez ou pas? Bien sûr que non. C'est une déclaration, là aussi,
il annonce de but en blanc, sans véritablement d'ailleurs étayer que ça serait une catastrophe écologique. Je vois pas tellement de rapport. Bon, alors il y a certainement des éléments, il a fait certainement une idée, il n'a pas dit ça en l'air, mais en tout cas, la présentation qui en a été faite est aussi absurde. Absurde. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le droit de grève, qu'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous êtes favorable à une limitation du droit de grève ou un durcissement des règles du service minimum? Est-ce qu'il faut interdire les grèves lors des départs en vacances, comme le propose un certain nombre de sénateurs? Et il y a à l'évidence des exemples autour de nous. Au niveau européen. On n'est pas une île. Au niveau européen, donc il faut observer ce qui se passe autour de nous. Vous êtes député européen, donc vous le savez. Je suis député européen, j'en parle avec des collègues du Parlement européen. C'est vrai que vous avez un certain nombre de pays dans lesquels le droit de grève est naturellement inscrit dans les textes fondamentaux ou dans la pratique, comme en Angleterre, et qui en même temps l'encadre de manière à ce que la population ne soit pas pénalisée. Il faut faire quoi en France? Donc, pour répondre précisément à votre question, l'exemple italien est là pour nous rappeler que dans un certain nombre de cas, période de vacances, jours fériés, période de vacances scolaires, eh bien, on ne peut pas empêcher la population de se déplacer. Donc il faudrait faire ça en France? Peut-être qu'il faut y réfléchir. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait grève ou pas? Écoutez, non, je ne le crois pas, mais vous pensez que ça manque à mon parcours? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est de faire grève, peut-être que ça vous manque, oui, je ne sais pas. C'est une expérience, à la priori, à laquelle je pourrais souscrire s'il y avait vraiment des sujets, mais jamais. Brice Hortefeux n'a jamais fait grève. Droit de grève, je ne l'ai jamais pratiqué. Le droit de manifester, je l'ai plusieurs fois. Notamment pour l'école libre. Pour l'enseignement libre, pour un certain nombre de sujets. Et quoi encore? Et des manifestations de soutien après des attentats, notamment l'attentat de la rue des Rosiers. Pour le mariage pour tous, vous étiez aussi dans les manifestants? Parmi les manifestants, pardon? Je suis allé à une des manifestations, oui. Mais pour des questions sociales, jamais? Vous savez, le terrorisme, c'est aussi une question sociale. Alors, les conséquences sont multiples. Mobilisation. Si la mobilisation est massive, mardi, là, les autorités disent qu'ils attendent 1 million à 1 million 400 000 manifestants dans toute la France. Est-ce que le gouvernement doit reculer? D'abord, des manifestations, bien sûr, il y en a eu d'importantes. 2010, c'était 2 millions, c'est ça? Non, vous avez eu des manifestations en 1995, où selon les chiffres des syndicats, en 1995, il y a eu une manifestation, ils annonçaient, je crois, de mémoire, 2 200 000 personnes. En 2010, il y a une manifestation pour laquelle les syndicats, ce n'étaient pas les chiffres de la police, mais les syndicats ont annoncé plus de 3 200 000 personnes. Donc 95, il y a eu un recul, pas 2010. Donc des manifestations, il y en a eu, et des manifestations nombreuses, il y en a eu aussi. Je vous rappelle qu'en 2010, il y a eu 14 manifestations, et sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement a tenu, et il y a eu cette réforme qui finalement s'est concrétisée. Et donc le conseil que vous donnez, est-ce qu'Emmanuel Macron doit reculer? Est-ce que le gouvernement doit reculer en cas de mobilisation massive mardi? Reculer, non. Encore une fois, sous réserve que les propositions des Républicains, qui sont des propositions sociales, soient retenues. Il ne doit pas, à mon avis, renoncer à un projet qui est un projet, encore une fois, indispensable. Je vous rappelle quand même systématiquement, parce que c'est ça qu'il faut avoir en mémoire. Je vous rappelle qu'il y avait 4,14 cotisants en 1960. Et 1,4, 1,7 1,6, 1,7 aujourd'hui, que dans les 15 ans qui viennent, ça tombera à 1,2. C'est ça la réalité. On ne peut pas financer ça. C'est ça que vous dites. Que le taux de natalité est un taux de natalité très faible. Je rappelle que nous avons eu cette année le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Donc, moins, encore une fois, de cotisants, moins de naissances, ça fait moins d'actifs et donc une baisse des pensions. Donc il ne faut pas laisser les choses en l'état. Si Emmanuel Macron recule, c'est la fin du quinquennat? En tout cas, ça sera un signal, parce que Emmanuel Macron... La fin du quinquennat ou pas? Emmanuel Macron a déjà commis l'erreur de ne pas engager la réforme des retraites pendant le premier quinquennat. C'est le seul, d'ailleurs, qui est, depuis une génération, en 2022, depuis une génération, n'avait pas apporté une pierre pour améliorer notre système de retraite, parce que cela doit se faire effectivement progressivement. C'est le seul qui avait fait ça. Il y avait les réformes il nous a dit Chirac, que c'était les à cause réformes Balladur, de la Covid. La réforme de Nicolas Sarkozy, la réforme de Touraine. Et donc, seul gouvernement qui ne l'avait pas fait. Il fallait donc c'était une erreur d'attendre. Là, aujourd'hui,
Aujourd'hui, la réforme est proposée, la réforme est discutée. Si les améliorations proposées par les Républicains sont prises en compte, encore une fois, je le dis, je persiste, il faut voter cette C'était pas la réforme. question. Si le gouvernement recule, si Emmanuel Macron recule, est-ce que ça sera la fin du quinquennat? En tout cas, ça sera un signal d'absence de courage sur le fond. Et vous pensez qu'il a du courage, Emmanuel Macron? Eh ben, j'attends Qu'il la ira jusqu'au bout. démonstration. Jean-Luc Mélenchon et ses amis appellent la jeunesse et les syndicats lycéens et étudiants à rejoindre le mouvement anti-réforme des retraites. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'une mobilisation de la jeunesse peut provoquer un mouvement de bascule? Bon, d'abord, qu'il y ait des appels à une mobilisation de la jeunesse, cela s'est déjà fait dans le passé. Donc ce n'est pas une nouveauté de Jean-Luc Mélenchon. Simplement, ce qui est vrai, c'est que cela suppose de la part, puisque vous m'interrogez comme ancien ministre de l'Intérieur, puisque cela suppose de la part des forces de police, des forces de protection, de sécurité, naturellement une grande vigilance, Du doigté aussi. une grande prudence et une organisation pour éviter qu'il y ait des dérapages dans tous les domaines dont certains sont restés malheureusement dans l'histoire. Donc vous pensez par exemple à Malik Oussekine, Par exemple, sous la loi, pendant les lois de Vaquet. de Vaquet 86, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Et Oui. donc, il faut tout éviter, il faut tout faire pour éviter ce genre de situation. Oui. Et est-ce qu'en appelant la jeunesse, les lycéens, Mélenchon et ses amis, mettre de l'huile sur le feu? Non, mais là, je considère que ça fait partie du débat démocratique. Ouais. On peut très bien, On peut appeler la jeunesse, oui. un responsable politique peut très D'accord. bien appeler les jeunes, les moins jeunes, les vieux, et ainsi de suite. c'est Ça, vrai. c'est pas ça qui est choquant. C'est ce qui est difficile, c'est le point de crête, c'est de trouver un équilibre pour permettre que les opinions s'expriment dans la rue en évitant des débordements. C'est ça la vraie difficulté. Je parle sur un plan technique pour les services d'ordre. Donc, en tant que ministre de l'Intérieur, vous avez été ministre de l'Intérieur, donc on dit souvent que lorsque les jeunes investissent des mouvements, il est très difficile ensuite de les en faire sortir. Est-ce que c'est risque aujourd'hui? Écoutez, ça, l'avenir le dira, je ne le sais pas. Je n'ai pas tellement eu le sentiment, à vrai dire, d'une mobilisation massive des jeunes. D'ailleurs, franchement, vous avez été jeune il y a déjà quelques années, moi aussi. Ça remonte pour nous deux à quoi, 5-6 ans, hein? Très récent. Mais franchement, moi, à 20 ans, je ne me préoccupais pas tellement de ma retraite. Eh ben, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous comprenez qu'un jeune de 15 ans, 17 ans, 20 ans dise « je fais grève, je manifeste parce que j'ai peur de ne pas toucher de pension de retraite quand je serai... » Justement, la réforme est faite pour qu'il puisse, précisément, la réforme est faite pour qu'il puisse précisément bénéficier d'une pension et d'une pension décente. C'est ça l'objectif de la réforme. Mais encore une fois, je vous le dis, chacun a sa vie, son parcours, son expérience personnelle. Honnêtement, à 20 ans, je ne pensais pas à ma retraite. Et aujourd'hui, vous y pensez? Un peu plus. Un peu plus? Je ne sais pas pourquoi, mais un peu plus. On parlera des élections européennes tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait du Sénat. Vous n'avez pas envie d'être sénateur? Je participe à l'engagement de candidats aux Mais élections sénateurs. vous-même. Je n'envisage pas d'être Oui, candidat pas. pour être élu au Sénat. Alors, le pays est à cran, Brice Hortefeux. Sur quoi ça peut déboucher? Sur une explosion sociale? Et si oui, comment l'éviter? Quels conseils donneriez-vous à Emmanuel Macron pour l'éviter? D'abord, à l'évidence, dans notre pays est aujourd'hui, ou plus exactement, le président de la République est dans une impasse, car les clignotants sont tous au rouge. Vous pensez à quel clignotant? Il est dans une impasse économique, puisqu'on en parle très peu, mais pas inondé de chiffres, mais impasse économique, quand on observe que sur le dernier trimestre de l'année écoulée, vous avez une hausse de 55% des faillites. On entend dans les médias telle ou telle entreprise de vêtements, de textiles qui fait 55% d'augmentation des faillites sur le le chômage est toujours bas. sur le dernier trimestre. Un taux de chômage qui a été élevé, puisqu'il est de 7,2, 7,3%, alors que la moyenne européenne, c'est 6%. Ce n'est donc pas le même. Donc, un clignotant rouge sur le plan économique, clignotant rouge sur le plan du chômage, clignotant rouge, clignotant, toujours pour rester sur le domaine social, sur le pouvoir d'achat, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un des effets mécaniques de l'inflation, c'est en réalité une baisse de pouvoir d'achat. Clignotant rouge en matière de finances publiques,
puisque vous savez que nous avons une dette de 3 000 milliards. Attendez, ouais. je le décris, parce qu'avant de... Et donc, il faut savoir de quoi on parle. Une dette qui est aussi de près de 120 milliards. Vous avez un déficit du commerce extérieur qui est de 169 milliards. C'est donc un déficit du commerce extérieur, ce qui est un des signaux jamais vus. Et puis, si l'on va sur d'autres sujets, si l'on va sur les questions migratoires, on en reparlera peut-être, mais jamais il n'y a eu autant de pression migratoire sur notre pays de notre histoire. Clignotant rouge en termes de délinquance et de taux d'élucidation. Je vous donne simplement un exemple, pour prendre le plus simple qui soit. Quand il y avait un homicide, on avait, à mon époque, il y avait un peu plus de 9 chances sur 10 d'identifier, d'interpeller, de déférer, de faire condamner l'auteur. Aujourd'hui, on est à 72, entre 72 donc, et 70. Donc Gérald Darmanin est un mauvais ministre de l'Intérieur ? Non, c'est pas ça que je dis. C'est que je dis, attention, les clignotants sont tous au rouge dans notre société. Donc, nous sommes une société fragile. Fragile. Alors, on se demande aussi si LR n'est pas une famille politique fragile. Si la gauche et l'extrême droite ne veulent pas de cette réforme des retraites, ce texte a débouché sur des tensions au sommet chez les Républicains dans votre parti. Éric Ciotti a notamment démis Aurélien Pradié de ses fonctions numéro 2 du parti du fait de son hostilité à la réforme. Est-ce qu'il a fait preuve, Ciotti, d'esprit de responsabilité, de courage politique, ou il a fait une erreur ? Vous avez finalement raison sur un point. Lequel ? C'est que les Républicains doivent choisir une voie. Et nous pouvons très bien disparaître. Les familles politiques sont mortelles. Le Parti communiste a quasiment disparu, le MRP 70% à la présidentielle, c'est pas énorme, c'est vrai. Oui, donc il y a un risque de disparition, mais il y a aussi une possibilité de renaître. Je vous ai cité des familles... Je vous ai cité des familles politiques qui ont disparu ou quasi disparu. Et je peux vous citer des familles politiques qui ont pourtant progressé. Je vous donne un exemple très simple. En Italie, le parti de l'actuelle Premier ministre italienne était à 3% il y a 8 ans, il est à 29 à 30% aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour vous, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Il y a donc deux chemins. Je préférais qu'on prenne le second. Et qui prend le bon chemin, c'est Ciotti ou Pradié ? Le bon chemin, c'est celui qui nous permet de renaître. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que ce n'est pas tellement la vie de tel ou tel, l'avenir ou la carrière, le parcours individuel de tel ou tel. Ce qui compte, c'est est-ce que l'on peut être utile à notre société. Pardon, moi, à cet état de la vie publique qui est la mienne, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on est utile ou pas. Quand vous dites à l'étape qui est la mienne, ça veut dire plus proche de la retraite que du début de carrière, c'est ça ? Je suis un peu comme vous. Voilà, c'est ça, mais tout à fait. Donc on a finalement, au moins que ça soit confortable, c'est qu'on a à la fois du recul, on est serein, et on essaie de penser plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt particulier. Pradié. Donc je pense que l'intérêt de notre société, c'est qu'il y ait une famille de la droite républicaine qui soit forte pour éviter la bascule. Si vous voulez, je pense que nous, notre rôle, pour parler simple, c'est de bâtir une alternance juste par rapport à d'autres qui préparent une alternance populiste. Donc c'est ça la différence. Bon. Deuxièmement, sur la Macronie. Non, mais on parlait de Pradié, Aurélien Pradié. Je comprends bien vous personnaliser. Je dis simplement, il faut que nous soyons utiles. Macronie. Deuxième élément, concernant la Macronie. Nous l'avons dit, je suis convaincu que moi, la Macronie disparaîtra. Vous savez la phrase de Jules Romain, le temps passe, et chaque fois que le temps passe, il y a un peu qui s'efface. C'est à peu près ça la formule. Bon. Et ben c'est ça qui va se produire, j'en suis convaincu, pour la Macronie. Et donc, il faut qu'on soit prêt. Pour être prêt... Prêt à le remplacer. Il faut être prêt pour cette alternance juste. Il y a une certitude, c'est que si nous avançons divisés, nous ne pouvons pas réussir. Donc, Pradié... Si nous avançons unis... Cela renforce nos chances de réussir. Mais la division, c'est la certitude de la disparition. Mais le fait que Éric Ciotti ait mis fin en fonction d'Aurélien Pradié, ça va vers la division ou vers l'unité ? Éric Ciotti a été élu pour plusieurs raisons. Il a été élu pour unir, donc il faut qu'il encourage le rassemblement, et peut-être qu'il l'impose, c'est ce qu'il essaie de faire. Et il a été uni pour... ouvrir la voie de cette alternance, de l'alternance juste. Là, je trouve qu'Éric Ciotti a réussi ses premières semaines à la fonction difficile
de président d'un parti qui doit se relever. J'ai oublié de vous poser une question sur la réforme des retraites, relative à la réforme des retraites, donc en débat au Sénat, avec une interrogation dans ce contexte. Est-ce que les sénateurs peuvent continuer à bénéficier d'un régime spécial et privilégié, c'est-à-dire à peu près 2200 € de pension après un mandat, au moment où la réforme des retraites va toucher l'ensemble des Français? Non mais ne tombez pas, tombez pas dans un populisme non, facile et ainsi de suite. C'est vous qui dites populisme, c'est une question. Je vais vous le dire, d'autant plus que je ne suis pas concerné, parce que je ne suis pas vous êtes député européen. Et si je crois que moi, un mandat de retraite, je crois que ça va être 680 €. Quelque chose. Alors, donc ça n'a rien à voir. Mais sauf que vous comparez les choux et les carottes. Parce que les sénateurs, ils ont leur qui sont les carottes, les sénateurs? Ils ont leur propre régime de retraite. Mais vous savez ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée nationale? Les députés ont reversé à l'État en 91, 92, à peu près l'équivalent aujourd'hui de 1 milliard d'euros. Et les sénateurs ont fait le choix de conserver leur propre régime de retraite. Donc il ne faut pas y toucher. Ils font ce qu'ils veulent avec leur propre régime. Ce qui ne collerait pas, c'est s'ils bénéficiaient d'un régime général. Non, mais il ne faut pas y toucher. Du régime général. Là, c'est dans leur système à eux. Mais vous comprenez que les Français se posent des questions? Non, je pense que les Français ne se posent pas tellement de questions là-dessus parce que ça ne les intéresse pas. Mais encore une fois, là-dessus, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les politiques, les élus, devraient-ils se conformer ou pas aux règles applicables à tous les Français, notamment les sénateurs? Mais ce qui est d'ailleurs déjà le cas. Vous connaissez beaucoup de situations. Vous savez, il y avait autrefois, on parlait des privilèges. Quels sont les privilèges? Non, mais là, on parle des retraites. Expliquer. Je ne vois pas de privilèges. En tout cas, c'est votre réponse. On avance. Il nous reste 20 minutes. Il y a plein de questions à vous poser. Le calendrier parlementaire est très chargé dans les 6 mois qui viennent. Après la réforme des retraites, il y aura le projet de loi sur l'immigration, le 28 mars au Sénat, ou encore celui à la relance, relatif à la relance du nucléaire. Que va faire la droite et singulièrement LR dans les 6 mois qui viennent? Et si vous voulez, je vais vous poser la question plus précise. Est-ce qu'il faudra discuter des projets les uns après les autres, ou est-ce qu'il faut avoir une discussion générale et globale avec le gouvernement dès maintenant? Moi, je vous donne ma conviction. C'est que nous ne devons en aucun cas être systématiques. Nous devons être toujours pragmatiques. Donc d'un côté ou de l'autre? Ça veut dire que, selon les sujets, nous devons nous poser cette question simple. Est-ce que c'est utile pour notre pays ? Est-ce que c'est utile pour nos concitoyens? Est-ce que c'est juste? C'est ça la seule question qui compte. C'est la question qui doit se poser pour la protection des retraites. C'est la question, vous évoquez les textes à venir, notamment le texte sur l'immigration. C'est la question qui, là aussi, doit se poser sur ce sujet. Immigration, justement, projet de loi immigration de Gérald Darmanin, donc qui arrive le 28 mars en débat au Sénat. Olivier Dussopt, qui a travaillé avec Gérald Darmanin sur ce texte, indique aujourd'hui dans le Parisien que les critères d'obtention de la future carte de séjour temporaire prévoient au moins 3 ans de présence en France, une ancienneté dans l'emploi d'au moins 8 mois, et il ne concerne que les métiers en tension, et qu'il s'agit aussi avant tout d'une mesure de lutte contre le travail illégal. Je suis sûr que vous dites, il a raison, c'est banco, on va y aller. Non, je vous dis, sur ce point précis, et ensuite de manière générale sur les principes, sur ce point précis, je suis par expérience hostile à tout mécanisme de régularisation systématique. Pourquoi je vous dis ça? C'est effectivement par expérience, parce que le président Sarkozy m'avait confié la responsabilité de la politique migratoire. C'était quoi déjà l'intitulé de votre ministère? C'était le ministère de l'immigration, de l'identité, du code et du développement solidaire. Le nom avait changé. Et de l'intégration. Et c'était donc ces 4 volets. Mais ce que j'ai essayé de mener la politique la plus juste, la plus équilibrée et la plus claire possible. C'est pas ce qu'ont dit vos détracteurs à l'époque. Si, figurez-vous, vous avez très mauvaise mémoire, parce qu'au contraire, quand j'ai quitté mes fonctions, au contraire, y compris des publications, des quotidiens qui franchement n'étaient pas... Non, c'est l'intitulé du ministère qui avait... Oui, c'est ça. Vous savez, l'écume des mots, après ce qui compte, c'est la mer, pas simplement l'écume. Là. Donc, c'est la mer et pas simplement l'écume. Et simplement, je suis hostile à tout mécanisme de régularisation systématique, et je vous donne simplement une raison, c'est que Lionel Jospin avait fait ça. Il avait changé les règles, son gouvernement a changé les règles de régularisation, et il les avait naturellement assouplies. Immédiatement, ça a eu un appel d'air. Plus de 80 000 régularisations en très peu de temps ont été demandées. Donc je suis pour des mesures au cas par cas, et pas pour des mesures qui soient des mesures générales. Sur le fond,
Le texte aujourd'hui, tel qu'il est connu, Mmh. j'imagine qu'il sera sans doute amendé, Ouais, on va parler amélioré, de ça, modifié, ouais. mais tel qu'il est connu, c'est un simple ajustement. Et ce n'est Donc, il sert pas à une rien. rénovation. Alors, C'est un ajustement. Alors, une question précise, justement. Vous dites que le texte va être sans doute amendé. Justement, ce projet Darmanin va passer par le Sénat, va commencer à être débattu au Sénat le 28 mars. Il sera amendé par les sénateurs. Est-ce que la version sénatoriale amendée, donc qui sortira ainsi du Sénat, pourrait ne pas être votée par les députés LR? Mais écoutez, pardon, c'est trop compliqué votre question. Allez, Non, mais moi je vais vous répondre. clarifier les choses. Non, si mais vous je voulez. vais vous répondre. Je vais vous répondre sur le fond. À quelles conditions les députés LR pourraient la voter? Moi, je vous dis ma conviction. Ouais. Les parlementaires nationaux, je suis parlementaire européen, les parlementaires nationaux, députés et sénateurs décideront. Moi, je vous dis ma conviction. C'est que nous avons besoin d'un texte qui fixe clairement un objectif. Et cet objectif, ce doit être de faire baisser l'entrée d'étrangers sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi de vous donner ces chiffres, jamais il n'y a eu autant d'immigrés sur le territoire français, 10,3% de la population contre 7% en 2000. Donc vous voyez une augmentation d'un tiers en un peu plus de 20 ans. Jamais il n'y a eu autant de titres de séjour qui ont été délivrés, c'est-à-dire des autorisations. 320 000 sur la dernière année connue, c'était 192 000 en 2012. Jamais il n'y a eu autant de demandeurs de droit d'asile, 154 000 aujourd'hui, et il y en avait 55 000 en 2012. Donc, on doit fixer. Donc, ça veut dire que chaque année, si l'on continue à ce rythme, il faut rajouter en gros 40 000 clandestins, 40 000 illégaux, donc, c'est-à-dire 40 000 qui viennent sans nous demander notre autorisation. Eh bien, ça veut dire qu'on dépasse les 500 000, en vérité, si on fait le compte de tout, chaque année. Ce n'est pas un rythme supportable. Et donc, le texte nous n'avons ni le besoin, ni la capacité d'accueillir. Donc, qu'est-ce que doivent proposer les sénateurs LR ? Donc, on doit marteler, à mon sens, l'objectif qui n'est pas plus d'immigration, mais qui est moins d'immigration. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. J'essaie d'être pensé à l'intérêt de mon pays. L'intérêt de mon pays, c'est absolument pas qu'il y ait zéro immigration. C'est totalement stupide. On parlait aussi des problèmes de démographie, ça peut être utile. Totalement stupide. On sait très bien que dans les services des aides à la personne, dans les services de l'hôtellerie-restauration, où il y a 270 000 postes à pourvoir, on sait très bien que dans un certain nombre de domaines, les bâtiments et travaux publics. Donc, il faut, baisser le nombre de titres délivrés, 2, organiser un système de quotas par zone et par activité. Je pense que c'est deux choses qu'il convient de faire. Et enfin, concernant l'asile, qui est aujourd'hui, pardon d'employer cette image, une voie, j'allais dire, royale pour l'immigration clandestine, puisque vous savez très bien que sur les droits d'asile, 60% en réalité sont quasiment déboutés, et que là-dessus, sur les 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont délivrées chaque année, il n'y en a que 6% qui sont respectées. Donc, c'est toujours été le cas. Hein. Sauf que ça s'est aggravé. Et donc, ça veut dire que la situation devient de plus en plus difficile et qu'il faut donc annoncer des mesures simples, claires et applicables. Et donc, si le texte du Sénat sort du Sénat, si le texte de Gérald Darmanin sort du Sénat avec ces propositions que vous faites... Eh bien, si les sénateurs obtiennent de la part du ministre de l'Intérieur des clarifications sur ce sujet, oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans le texte, il y a des mesures qui sont avancées, notamment pour lutter contre l'immigration irrégulière et clandestine. Moi, je trouve qui peut être contre. Bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je dis, le texte est insuffisant et pour reprendre le langage syndical, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Le compte y est ou je ne sais pas s'il y est ou pas. Nicolas Sarkozy a appelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron à tendre la main aux députés LR et il a invité à plusieurs reprises aussi les députés LR à accepter un rapprochement avec lui et les LR à accepter un rapprochement avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que Emmanuel Macron doit aller dans ce sens ? Est-ce que LR doit aller dans ce sens ? Mais Emmanuel Macron a répondu. Je
il n'y a pas eu de proposition. Des débauchages individuels misérables, ça, il y en a eu quelques-uns. Oui, Darmanin, Le Maire. Il y en a eu. Édouard Philippe. Et donc, il n'y a pas eu de proposition d'accord de gouvernement, donc la question est donc réglée. Comment vous expliquez on parle d'un axe entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Comment ça s'explique? Mais j'avais dit je n'ai pas changé d'avis depuis que je l'ai dit. J'avais cité Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d'Adrien. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Aujourd'hui, l'idée d'un contrat de gouvernement noir sur blanc, avec des points précis répondant aux préoccupations des Républicains, qui sont à la fois des préoccupations régaliennes et des préoccupations sociales, la question aurait pu se poser. Mais Emmanuel Macron l'a écarté, c'est donc réglé. Vous êtes toujours en contact avec Nicolas Sarkozy? Très indirectement, et par tempérament, je suis un sarkozyste définitif. Définitif, donc il n'y a pas de divorce avec lui? Non. Définitif. Définitif. Et il vous manque? Je pense que, bien sûr, qu'à titre personnel, mais ça, c'est pas le sujet, à titre personnel, bien sûr, mais je pense que effectivement, son expérience et l'autorité qui a été la sienne manquent au pays. Et je rappelle d'ailleurs à mes propres amis de ma famille politique que c'est le dernier à nous avoir fait gagner. Mais c'est vrai, depuis, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, c'est le dernier à nous avoir fait gagner. Donc il y a peut-être aussi un certain nombre de leçons à tirer de ce qu'il a fait et accompli. Alors justement, vous êtes proche aussi de Laurent Wauquiez, je crois que vous êtes son vice-président, l'un de ses vice-présidents à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les députés LR qui se sont opposés à la réforme des retraites à l'Assemblée, beaucoup sont considérés comme des proches de Wauquiez. À quel jeu joue Laurent Wauquiez? Mais les choses là aussi sont très simples. Laurent Wauquiez il l'a indiqué publiquement, mais il l'a dit en privé, mais il a tenu le même discours en public. Donc d'ailleurs, c'est une des qualités de Laurent Wauquiez, c'est que le discours est le même en public et en privé. Et il a dit aussi en public qu'il approuvait le principe de la réforme. Une petite déclaration à TV Lyon en décembre. Non, c'est une déclaration au moment de ses vœux à la presse. Bon, donc on peut pas dire que ça soit caché. Mais là, ses proches votent et donc, contre la réforme. Il a expliqué qu'il était pour le principe de la réforme, mais que les modalités, les méthodes n'étaient pas forcément les meilleures. C'est une évidence que de dire ça, et il a à juste titre raison. Maintenant, les parlementaires, vous savez, il a un mandat impératif dans nos règles. Pas ou ça n'existe pas. Donc les députés font comme ils l'entendent. Laurent Wauquiez, sa candidature à la présidentielle, pour vous, elle ne fait pas de doute, elle ne fait plus de doute. Il sera candidat? En tout cas, moi, je le souhaite. Laurent Wauquiez ça va être décidé rapidement, annoncé rapidement. Laurent Wauquiez a pris beaucoup de coups, il a été critiqué, lui-même a assumé sa part de responsabilité dans ce qui lui était reproché. Depuis, vous savez, les épreuves, ça aide à apprendre. Et il a appris, il a beaucoup appris, en peu de temps, il a eu des plaies, il a eu des cicatrices, celles-ci sont refermées. Il a eu aussi cet antagonisme avec Nicolas Sarkozy. Et il est aujourd'hui très proche de Nicolas Sarkozy, et il a choisi un chemin qui est le chemin de l'humilité, qui est le chemin d'une forme de discrétion. Il effectue beaucoup de rencontres avec des Français, mais hors médias, hors caméra, hors projecteurs, hors journalistes, ce qui est aussi une manière de prendre le pouls, d'écouter et de comprendre. Donc candidat à la présidentielle? Eh bien, je souhaite que le moment venu, oui, il le soit. Et que qui soit candidat? Vous voulez me citer un nom? Non, mais j'ai dit, je souhaite que le moment venu, Laurent Wauquiez suscite un rassemblement entraînant l'espoir et que nous soyons autour de lui pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Et LR doit se décider rapidement, doit annoncer rapidement? Ça, c'est quelque chose qui doit être discuté, mais il ne faut pas partir trop tard, mais donc il faut sans doute se préparer. Après les élections européennes, ce serait le bon timing? C'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Justement, le lendemain des élections sénatoriales de septembre, donc vous ne voulez pas être candidat. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je n'envisageais pas d'être candidat pour siéger au Sénat. Aider, accompagner, soutenir, naturellement, je le ferai. Alors, il y a les élections européennes. Sur l'Europe, est-ce que vous êtes plus proche de la majorité ou du Rassemblement national?
Moi, je me positionne pas par rapport aux uns et aux autres. Moi, je vous le dis, je suis par conviction un Européen, mais un Européen raisonnable. Donc, c'est-à-dire que quand l'Europe fait bien les choses, eh bien, il faut le reconnaître. Et je trouve que le sentiment européen a à juste titre progressé au cours de ces dernières années. Pourquoi je regardais les sondages, les baromètres européens, vous apercevez que l'image de l'Europe s'est améliorée. Et je pense qu'il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est qu'on a su régler, l'Europe a su gérer le Brexit, ce qui n'était pas évident. Deuxièmement, c'est la crise sanitaire. Ça a patiné au départ, mais ça s'est amélioré. Et troisième élément, c'est l'Ukraine. On avait annoncé que l'Europe allait se fracasser et se disloquer sur l'Ukraine, et on s'aperçoit qu'elle est toujours unie. Donc ce sont 3 explications à l'amélioration de ce sentiment. Justement, je voulais qu'on parle de l'Ukraine. D'abord, élection européenne. Vous êtes candidat à la candidature ? Nous en sommes encore loin. Mais vous souhaitez Nous en sommes encore loin. On est encore Nous loin. en sommes encore loin. Alors l'Ukraine, est-ce que vous approuvez la stratégie de la France en Ukraine ? Et qu'est-ce qu'il faut faire face à Poutine ? Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir livrer des armes, notamment des chars, à l'Ukraine ? Est-ce qu'il faut éventuellement aussi livrer des avions ? Et puis cette guerre en Ukraine, est-ce que c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie ou c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie ? Il y a beaucoup de questions, vous allez me dire. Il y a 10 questions là-dedans. Mais vous avez l'air de pouvoir synthétiser les réponses. Très simplement. D'abord, rien ne se passe comme prévu en Ukraine avec ce conflit. Puisque les Russes pensaient qu'en 3 jours, ils étaient à Kiev, en quelques heures donc, et les sanctions qui ont été prises à l'égard de la Russie tardent à donner leur effet. Deuxième réflexion, il y a effectivement une préoccupation majeure que les Occidentaux, que les Français doivent avoir vraiment au cœur et en mémoire. C'est ce qu'avait édicté il y a quelques années et qui s'avère si vrai, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger, quand il avait dit, il avait dit qu'il fallait absolument éviter tout rapprochement possible entre la Russie et la Chine. Et on s'aperçoit qu'il y a une évolution qui est très préoccupante sur ce sujet. Alors justement, je vous relance là-dessus. Ça veut dire qu'il faut réfléchir d'ores et déjà à une sortie de crise. Quelle peut être la sortie de crise ? Quelles peuvent être les conditions de la paix ? Écoutez, je serais complètement fou si je vous répondais voilà ce qu'il faut faire pour sortir de crise. Il y en a qui parlent, Hubert Védrine, Villepin, ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est que, comme toujours, comme tous les conflits, il faut maintenir le dialogue coûte que coûte, vaille que vaille. Premier élément. Et deuxième élément, en ayant une attitude claire sur ses choix. Je pense que le président de la République a un peu tâtonné pendant un certain temps, mais aujourd'hui, avec la solidarité européenne, il adresse des signaux clairs d'engagement aux côtés de l'Ukraine. Il veut la victoire, il veut la défaite de la Russie. Il ne dit pas la victoire de l'Ukraine, la défaite de la Russie, mais sans l'humilier. Je suppose que vous l'approuvez aussi ? Totalement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous avez observé dans notre histoire que quand on a voulu humilier les battus, quels qu'ils soient, ça se retournait. La guerre de 14 ans, le traité de Versailles, et les autres traités d'ailleurs qui étaient autour, le traité de Versailles en est l'illustration. Autre sujet d'actualité internationale, l'Iran. Le peuple russe se tait, a priori. On voit qu'un sondage récent nous indique que 80% des Russes sont derrière Poutine. Enfin, est-ce que les sondages sont justes ou pas en Russie ? On ne sait pas. Alors qu'en même temps, le peuple iranien se soulève contre une autre dictature, donc celle des mollahs. Qu'est-ce que vous inspire cette révolution iranienne ? D'abord, j'ai une appréhension, parce que vous prenez un exemple, l'Iran, vous prenez un autre pays, mais il y a cette réalité mondiale, c'est que les régimes dictatoriaux ou autoritaires progressent dans le monde. Prolifèrent. Oui, prolifèrent. Progressent sous un angle négatif. Donc ces régimes dictatoriaux, encore une fois, ou totalitaires, prolifèrent dans le monde, les démocraties reculent. C'est un sujet majeur de préoccupation. Et deuxièmement, concernant l'Iran, ce qui est aujourd'hui évoqué, supposé, et j'espère que cela sera sur démenti, la bombe atomique ? D'ores et déjà, sur des sites, notamment à Qom, où il y aurait des gazages de jeunes filles dans des établissements, comme cela déjà s'est produit en Syrie. En Afghanistan. En Afghanistan, cela s'est produit à la première ère des talibans. Et on annonce ce chiffre, je ne sais pas s'il est exact, de 800
jeune fille qui aurait été ainsi gazée avec des conséquences. Et donc, quelles conséquences sur les relations avec l'Iran? Ça veut dire qu'il faut... Notamment au niveau européen, puisque ça veut dire qu'il faut naturellement maintenir la pression. L'Iran est en grande difficulté économique sous le coup des pressions de l'Occident notamment, et donc c'est quelque chose sur lequel il ne faut certainement pas céder. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Zelensky considère que la Russie vend éventuellement de l'uranium à l'Iran. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un doute que l'Iran veuille avoir sa bombe atomique? Est-ce que le monde peut laisser l'Iran fabriquer sa bombe? Le doute, il n'existe plus, puisque c'est clair. Deuxièmement, il y a peut-être eu une erreur de l'administration de Trump de remettre encore le traité, d'accord, mais donc le risque, évidemment, il est majeur. Il est majeur, et donc on ne peut pas laisser l'Iran fabriquer sa bombe. On ne peut pas laisser l'Iran, et on ne peut pas laisser de manière générale la prolifération nucléaire avancée. Merci en tout cas, Brice Hortefeux, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Je crois que vous retournez en Auvergne. Et à dimanche prochain. Merci.